une émission spéciale, 50e anniversaire. Entre 700 et 800 000 personnes défilent dans les rues de Santiago pour fêter le 3e anniversaire de son élection à la présidence. Le mardi 11 septembre, les militaires passent donc à l'action et appliquent un plan qu'ils avaient, selon plusieurs sources, élaboré dès 1970. Salvador Allende lance un appel désespéré à la mobilisation ouvrière. Mais les militaires entourent déjà le palais présidentiel de la Moneda et donnent l'assaut. Il somme Allende de démissionner et de se rendre. Il refuse. On retrouvera son corps étendu sur un sofa dans le bureau présidentiel. Version officielle des militaires, suicide. Venise sera-t-elle sauvée? Les caisses d'entraide économique, mais d'abord l'Acadie, long métrage de Pierre Perrault et Michel Brault, que le réseau de télévision de langue française de Radio-Canada présente en première demain soir, à 20h. Il n'y a pas d'esclave qui ne veut pas l'être. Il y a un gars qui tient debout qui n'est jamais esclave. J'ai plus du tout envie de demeurer colonisé. Mon nom est Leblanc, c'est pas White. Pierre Perrault, Michel Brault. Je vous ai entendu dire, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, que ce film que nous allons voir en première demain soir, à la télévision, est un film outil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un film qui cherche à regarder une réalité, d'abord notre réalité. Ça donne une image de nous-mêmes. C'est souvent ce qu'on ne veut pas voir, mais c'est souvent aussi ce qu'il importe de voir. C'est dans ce sens-là que c'est un film qui peut servir la communauté. Richard Nixon retrouvera-t-il une attitude détendue devant la nation américaine? Pourra-t-il laisser Watergate derrière lui? Ou passera-t-il à l'histoire sous le nom du président de Watergate? C'est plein de gens comme nous autres présentement qui reçoivent l'assurance chômage. Bon, il y en a qui paniquent. Moi, je trouve que leur qualité de vie à ce moment-là, ça vaut pas la peine d'être vécu, tu sais. Ça fait que j'ai essayé de garder mon sang-froid. Puis mon mari, il a peut-être paniqué un petit peu au début. Fait que j'ai dit, même si tu pleures, tu t'arraches les cheveux, ça ne donnera pas grand-chose. Bonsoir, ici Louis Martin. Ce soir, nous évoquons quelques-uns des grands moments qui ont marqué l'actualité des années 71 à 85. Sur la scène internationale, il y a eu les chocs pétroliers qui ont ébranlé le monde. Il y a eu en Chine la mort de Mao et la Chine qui s'est tournée vers l'Occident. Aux États-Unis, les Américains ont eu à digérer la déchéance d'un président, le Watergate, et également l'échec de la guerre au Vietnam. Au Canada, c'est le règne de Pierre Trudeau. Au Québec, en 1973, les libéraux de Robert Bourassa consolident leur emprise sur le pouvoir, mais les syndicats se montrent vigoureux face à l'État et les indépendantistes marquent des points. En effet, des Québécois ont lancé un défi de taille au Canada. C'est l'avenir même du pays qui joue. Les caméras de Radio-Canada rappellent un peu de cette période cruciale de notre histoire récente. Au 60 ce soir, le premier ministre du Québec parle du rapport Clich et de ses 5 ans au pouvoir. D'accord. Alors, vous me donnez combien de temps pour vous répondre? Peu de temps, malheureusement. Je puis vous dire d'abord que c'est faux de dire que durant les années 60, tout allait très bien. Je crois que nous avons consolidé la paix sociale. Il y avait des bombes à la Bourse de Montréal, dans les résidences, il y avait des meurtres politiques, des manifestations sanglantes. Ça n'existe plus maintenant. Nous avons créé plus de 300 000 nouveaux emplois durant 4 années complètes, ou environ. Nous avons réduit les impôts de 800 millions de dollars.
Nous avons fait du français la langue officielle. Je vous ramasse là dans quelques mots. Des gestes historiques qui n'ont jamais été posés auparavant. Dans le domaine financier, nous avons réussi une performance exceptionnelle. Lorsque nous avons pris le pouvoir, il y avait 60 000 Québécois qui quittaient le Québec faute d'emploi. On a réduit ça à une vingtaine de mille. Alors, je pense que ce sont des résultats concrets. C'est évident que c'est pas facile à gouverner. Avez-vous l'impression que ça va bien au Québec maintenant? Oui, je crois que dans l'ensemble, sur le plan économique, social et culturel, il y a eu des progrès considérables. Oui. Mais il faut tenir compte du Avez-vous pluralisme. un projet en ballon à proposer aux Québécois maintenant? Ben, disons que nous essayons de rechercher comme objectif une plus grande qualité de vie. Je crois que chaque époque a son serviteur, a dit un philosophe allemand. Il était important de créer des emplois pour empêcher l'exil des Québécois. Là, il faut mettre l'accent sur la qualité de la vie. Il faut préparer les années 80. Radio-Canada, à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. M. Lévesque, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Payet. Si je vous demandais franchement, M. Lévesque, est-ce que vous souhaitiez vraiment prendre le pouvoir? Ah oui, ça oui. Je souhaitais vraiment, parce que moi j'y crois profondément que dans l'état où dans la conjoncture actuelle, est-ce que c'est pas difficile pour le Parti québécois de prendre le pouvoir? Oui, c'est pas un cadeau, ça va être un tue-monde même, puis je sais pas si on va réussir à tenir les engagements précis qu'on a pris. Oui, ça, il n'y a pas de problème, mais à tenir ce qui correspond aux défis assez surhumains que la confiance des gens nous impose, on va essayer, on va s'user s'il faut, mais ça, c'est sûr que la conjoncture est difficile, puis elle est pleine d'espoir aussi. Voulez-vous sortir du Canada, oui ou non? Non! Quand les Yvettes sortent, elles sortent. When the Yvettes are on the march, watch out. Les résultats de ce soir établissent clairement que le camp du non, que le camp de l'option fédérale canadienne a remporté une victoire éclatante. Ayant moi-même combattu depuis si longtemps pour le triomphe de la cause canadienne, je devrais me réjouir sans réserve des résultats obtenus. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces tenants du oui qui se sont battus avec tant de conviction et qui doivent ce soir remballer leurs rêves et se plier au verdict de la majorité. Et cela m'enlève le goût de fêter bruyamment la victoire. Il est clair, admettons-le, que la balle vient d'être envoyée dans le camp fédéraliste. Non. Le peuple québécois vient nettement de lui donner encore une autre chance. C'est dire qu'après 114 ans d'existence, le Canada devient au sens technique, au sens légal, enfin un pays indépendant. Aujourd'hui, le Québec revient à sa position traditionnelle, hélas. C'est pas nous qui l'avons cherché. Ça finit avec nous qui sommes seuls dans notre coin. Un dernier adieu, et la reine a quitté le Canada. La fête était finie. Catherine Bergman, à Ottawa. Dans un tel débat, comment pourrait-on être le plus objectif possible? Ben, vous dites bien, le plus objectif possible. À la tête de l'information où moi j'étais, comme dans le rang, si je peux dire, parmi tous les journalistes, chacun faisait son information, je crois, en essayant de garder ses distances par rapport à l'actualité dont rendre compte. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où prendre ses distances, ça devenait difficile lorsqu'on avait parfois des préférences politiques? J'imagine... Extrêmement.
compte tenu de toutes les passions qui ont été soulevées par ce débat-là? Extrêmement difficile. Et je crois qu'à certains moments, on ne les prenait pas, ces distances-là. J'accuse personne, mais je pense que, justement, comme vous le dites, cette situation devenait à certains moments tellement passionnée que parfois on y voyait plus ou moins clair, justement. Et on était guidé davantage par son engagement personnel que par la nécessité de faire impartial à l'intérieur de cette actualité à couvrir. Mais dans un tel débat, on sait que Radio-Canada, c'est une société publique relevant du gouvernement fédéral. Oui. N'y a-t-il pas eu des pressions d'Ottawa d'une façon ou d'une autre? Pas rien que des pressions d'Ottawa, des pressions de Québec également. Moi, ce que j'ai apprécié durant cette crise-là, c'est que pression il y a eu, mais pression publique, autant de la part d'Ottawa que de la part de Québec, par déclaration, intervention si nombreuse du pouvoir politique à Ottawa comme du pouvoir politique à Québec, qui nous percevaient différemment selon justement l'option de chaque gouvernement et à travers le prisme de des engagements de chacun. Monsieur Thibault, après quelques années de recul, considérez-vous avoir relevé le défi? Je dirais que dans l'ensemble, eu égard aux circonstances dans lesquelles nous avons opéré, je dirais que nous avons très convenablement relevé ce défi-là. Il faut se reporter à cette période qu'on a peut-être un peu facilement oubliée. Où moi, personnellement, j'avais l'impression qu'on logeait à l'intérieur d'une société devenue un peu manichéenne, c'est-à-dire où il y avait d'un côté les bons, puis de l'autre côté les méchants, selon que l'on était bon ou méchant. Le fédéraliste était perçu comme un méchant par le bon péquiste, et puis inversement. En sorte que c'est aussi là-dedans que nous avons évolué à Radio-Canada en information. Quand nous avons débouché le référendum après moult préparations à cet égard, là aussi nous étions pris avec cette même situation, et peut-être pire encore, dans ce sens que il manquait pas d'esprit pour prétendre que le référendum était l'affaire des Québécois, que le référendum se réglerait par les Québécois et pour les Québécois, et que le reste du pays n'avait rien à y voir. Et comment imaginer justement qu'un pays remis en question, et tous ceux qui y croient, n'auraient rien à voir à un référendum pareil qui le remettait en question? Pas facile, dans le climat de passion qui caractérise ces années de débat, de garder la tête froide. Notre prochain invité ne ménageait pas ses effets oratoires. Et je pose une question à cette assemblée. En vertu de quoi pouvez-vous, messieurs, en vertu de quoi pouvez-vous, je vous le demande, vous opposer à cet homme? Mes chers amis, il n'est jamais dangereux de perdre ses dents. Il n'y a qu'un danger, c'est de perdre la tête. En 1963, des manifestations éclatent dans tout le sud du Vietnam contre le régime Diem. Pour protester contre ce régime, 7 moines bouddhistes se donnent la mort par le feu. Diem n'en a plus pour longtemps. Le point tournant de la guerre pour l'opinion publique américaine, ce fut la fameuse offensive du Tet de janvier 68. Les attaquants capturèrent des dizaines de capitales provinciales. Ils n'en furent chassés qu'après de durs combats, subissant des pertes énormes. Mais l'illusion d'une victoire américaine rapide au Sud-Vietnam avait bel et bien vécu. Finalement, les négociations Kissinger-Leducto aboutissent. Ce sont les accords de Paris, signés en 1973. Les troupes américaines quitteront le Vietnam dans les 60 jours. Les bombardements du Nord cessent et les prisonniers américains détenus par Hanoï et le Viet Cong seront relâchés. Nous avons voulu faire, avec le 60, un magazine serré, nerveux, jouant d'ailleurs assez fort la carte de l'émotion,
Et c'est ce que nous avons fait, je pense, pendant 3 ans. Ça a été une aventure absolument passionnante, peut-être la plus passionnante de toute ma carrière. Et il y avait chez nous, à ce moment-là, un feu qui doit exister toujours, mais qui couve un peu plus maintenant. Ça a changé. Le style des émissions de télévision a beaucoup évolué. Maintenant, nous faisons des émissions, à mon avis, qui sont plus cérébrales. C'est probablement d'une certaine façon, plus réfléchi. C'est moins fou. C'est plus sage. Mais est-ce que c'est mieux je comme ça? m'ennuie des fois un peu de la télévision de papa. C'est un peu ma génération. La télévision de papa, finalement, était plus folle que celle que nous faisons maintenant. La différence qu'il y a avec Le Point, d'abord, le 60, c'est que le 60 était un magazine hebdomadaire. Donc, nous avions cet avantage de choisir les 3 plus beaux sujets de la semaine, alors que là, il nous faut quand même en trouver 3 tous les soirs. Mais Le Point est une émission que personnellement j'aime beaucoup faire, mais je la trouve quand même effectivement plus sage que le 60. Il y a quelque chose de très utilitaire dans Le Point. Il se passe un événement dans la journée, il faut qu'on ait quelqu'un, les Anglais disent une talking heads, qui viennent à l'écran nous expliquer ça le soir même. C'est un autre type de grammaire, télévision. C'est une autre façon de faire de la télévision. C'est moins palpitant, mais ça a un côté très utilitaire et sans doute nécessaire. Est-ce qu'il vous est possible d'être tout aussi mordant qu'à l'époque du 60? Oui, mais sans doute, oui, c'est vrai. Oui, on peut. Mais je pense que aussi en même temps, nous avons un petit peu tous évolué. En tout cas, moi, je suis probablement moins agressif, moins combatif peut-être que je pouvais l'être à l'époque. Bon, il y a quand même une limite à se bagarrer. Hein? Il y a un moment où on a plutôt envie de se parler en souriant, comme nous le faisons tous les deux maintenant. Et d'ailleurs, il faut reconnaître, moi je suis le premier à le faire avec les années, que souvent on obtient beaucoup plus à être sceptique avec un sourire quand on pose des questions que de l'être en sautant comme ça à la gorge de celui qu'on a devant soi. Bonne fin d'après-midi, ici Michel Pelland et l'édition québécoise de Présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un emploi convenable? Il y avait bien sûr la télévision durant toutes ces années, nous en avons beaucoup parlé. Mais il y avait aussi la radio qui a joué un rôle clé. La radio qui mise sur la spontanéité, la rapidité, la souplesse. Or, il arrive que ces mêmes objectifs, la télévision les vise de plus en plus. Se pourrait-il qu'éventuellement, la télévision supplante la radio sur son propre terrain? D'abord, la radio, évidemment, a l'avantage d'être omniprésente dans le temps et dans l'espace. On est en ondes d'heure en heure, 7 jours par semaine, de l'aube à la nuit. On peut nous rejoindre dans pique-niquant, avec un Walkman, dans l'auto. Donc, c'est autre chose, c'est tout le temps. Dans le moulin quotidien, la télévision conserve ses bulletins à midi, à 6 heures, à 10 heures le soir. La radio cherche qu'est-ce qu'on dit de nouveau dans l'heure qui vient. C'est chaud. C'est ça l'intérêt de la radio. Et c'est toujours à portée d'un téléphone, toujours à portée d'un texte. Et dans ce sens-là, la radio va garder sa personnalité. C'est pas parce que la télévision devient très vite tout à coup que ça va changer la vie quotidienne. La télévision demeure une machine extrêmement lourde, beaucoup plus que la radio ou le téléphone ne le sont en matière de communication. Pendant 25 ans, parce qu'elle a 35 ans, télévision plus ou moins au Canada, on a fait appel au film pour présenter les actualités. Donc le film, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut développer, donc l'information est moins instantanée. Par exemple, durant la guerre du Vietnam, les réseaux ne lisaient des Boeing 707 à bord desquels on avait installé des laboratoires pour développer le métrage et des salles de montage de façon toujours à accélérer la livraison du message. Jusqu'en 1976, où là on passe, et ça aussi c'est une révolution, à la vidéo légère. La vidéo légère qui donne une image qui ressemble beaucoup à l'image qu'on a d'une caméra en direct. Comme dit Yvon Deschamps, c'est un peu lorsqu'on vous présente la guerre dans votre salon. Et puis, il faudrait parler aussi, je pense bien, du satellite. Début des années 60, les premiers satellites avec Early Bird, celui où on avait vu les Beatles, entre autres, avec l'Orchestre symphonique de Londres. À l'époque, on se sentait obligé de mentionner que le reportage nous parvenait par satellite. Maintenant, les gens prennent pour acquis. Je veux dire que qu'on peut aller n'importe où sur le globe avec le satellite. Alors, lors de grands événements, j'imagine aussi que ça permet de faire une meilleure couverture. L'information devient de plus en plus accessible à cause des progrès de la technologie.
Maintenant, vous allez prendre une caméra vidéo, un caméraman, un journaliste, en autant qu'il y a un poteau téléphonique à quelque part où il est possible de se brancher. Et puis le tour est joué comme ça. Et notamment, lorsque le pape est venu au Canada, on a fait des prouesses, on a diffusé d'endroits d'où il eût été impossible de diffuser encore il y a quelques années. Le moment le plus émouvant, le plus touchant de la journée a certainement été la rencontre que Jean-Paul II a eue avec 2500 enfants à l'église Notre-Dame. Ça s'est déroulé sous le thème « Laissez venir à moi les petits-enfants » et puis le pape s'est prêté au jeu avec bonhomie, surtout que les services de sécurité n'ont rien fait pour empêcher les effusions de joie des enfants. En soirée, au stade, 60 000 jeunes ont accordé au pape un accueil olympique, un accueil de superstar. Et puis Céline Dion lui a souhaité la bienvenue en chanson. La cérémonie s'est déroulée comme un spectacle rempli de danse et de chorégraphie exprimant les craintes, les problèmes et les espoirs des jeunes pour un monde meilleur. Monsieur l'évêque, est-ce que vous comptez finir vos jours dans la politique active? Non. Seulement, j'ai déjà entendu une phrase de sagesse, je me méfie, je me dis, ça va peut-être m'arriver à moi aussi. Je suis bien décidé que non. Seulement, j'ai déjà entendu dire ceci. Il n'y a rien de plus difficile que de faire venir un gars en politique dont on a vraiment besoin, excepté de le faire sortir quand c'est le temps qu'il s'en aille. René Lévesque se voulait humoristique. Sa boutade, aujourd'hui, a quelque chose d'un peu cruel. Ainsi va la politique. Les géants, les champions, ont quitté l'arène politique. Sont-ils vraiment irremplaçables? En assistant avec vous à cette reconstruction de presque 20 années d'engagement politique, j'ai revécu une certaine jeunesse, la mienne, et j'ai revécu aussi la jeunesse de tout un pays. Je me suis surpris à mâchonner ces beaux vers de ma bohème. Je m'en allais, les poings dans les poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Ceux que vous enterrez si généreusement sous vos fleurs se portent quand même assez bien. Mais avant que la journée ne se termine, René Lévesque avait donné sa démission, d'une manière à la fois discrète et dramatique, loin des journalistes, loin de l'Assemblée nationale aussi, où il a siégé pour la dernière fois. Je mets donc fin à ma carrière élective. Ma récompense, c'est le sentiment d'avoir contribué à assainir la vie publique, d'avoir... Je sollicite le dispense de lire le paragraphe suivant. Sure they steal your heart away.